Le 11 juin 2005, 5 personnes ont mené une opération de braquage d'un entrepôt de stockage d'argent appartenant à l'aéroport international de Miami. L'opération a été réussie avec brio. Ce qui est encore plus étrange que l'opération elle-même, c'est la raison principale derrière son exécution. Le cerveau principal de cette opération voulait adopter un enfant, car lui et sa femme n'ont pas eu la chance d'avoir un enfant. En raison des sommes d'argent importantes requises pour l'adoption, qu'il n'était pas en mesure de réunir, il a décidé de mener un braquage pour obtenir les fonds nécessaires. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que l'opération prendrait une tournure différente et se transformerait en enlèvement. Un des voleurs, après le succès de l'opération, a dépensé son argent de manière extravagante, attirant ainsi l'attention sur lui, ce qui l'a plongé dans de nombreux problèmes. Alors, restez avec nous pour la vidéo et bon visionnage. Notre histoire commence avec le cerveau de l'opération, nommé Carlos Monzo. Carlos est originaire de Cuba, où il est né et a grandi dans des conditions de vie extrêmement mauvaises et pauvres. Il a toujours cherché à améliorer sa situation financière, mais en vain. En grandissant, il entendait à la télévision que plus une personne travaillait aux États-Unis, plus elle gagnait d'argent, contrairement à Cuba où, même en travaillant énormément, il n'y avait aucun avenir. C'est ce qui l'a poussé à quitter son pays en 1989 pour s'installer en Amérique, plus précisément à Miami. Dès son arrivée à Miami, il a été ébloui par ce qu'il voyait, des voitures de luxe, des vêtements élégants, et même la nourriture qu'il n'avait jamais vue de sa vie à Cuba. Pour vous donner une idée, en vivant à Cuba, il n'avait jamais vu de pommes ou de fruits de sa vie, et il a découvert tout cela dès son premier jour à Miami. Séduit par ce nouveau cadre de vie, il a commencé à travailler dans une entreprise de remorquage de voitures. Travailleur acharné et dévoué, il était apprécié de tous. Au début, il avait un rêve, posséder une maison et une voiture. Il a donc commencé à travailler pour réaliser ce rêve. Après quelques années passées à Miami, il a rencontré par hasard une femme nommée Brandy. Ils sont d'abord devenus amis, et Brandy a présenté Carlos à sa famille pour voir s'il était un bon parti pour se marier avec elle. La famille de Brandy était perçue comme une mafia par les gens du quartier, une sorte de gang redouté par tous. Pour cette raison, ils étaient très prudents dans le choix du partenaire de vie de leur fille. La famille comprenait non seulement les parents et les frères, mais aussi le grand-père, l'oncle et le cousin, tous unis comme les doigts de la main. Le premier à rencontrer Carlos fut l'oncle de Brandy, nommé Pinky. En s'intégrant davantage dans la vie de cette famille, Carlos a découvert qu'il était impliqué dans le trafic de drogue, une activité dirigée par l'oncle Pinky. La famille achetait des drogues aux trafiquants et les revendait dans les rues, ne gagnant pas de grosses sommes, juste de quoi subvenir à leurs besoins. En découvrant ce mode de vie, Carlos a aimé le prestige et la réputation que la famille avait dans le quartier. Avec le temps, il a décidé de demander officiellement la main de Brandy devant sa famille, et elle a accepté. Le couple s'est marié et a vécu ensemble. À cette époque, ils avaient un rêve commun, avoir un enfant. Ils étaient obsédés par cette idée, mais malheureusement, après plusieurs tentatives, ils n'ont pas réussi à concevoir. Ils ont consulté plusieurs médecins, fait des examens et suivi des traitements, mais sans succès. Par coïncidence, après plusieurs mois d'efforts, ils se sont rendus chez le médecin, et Brandy a appris qu'elle était enceinte. Cette nouvelle a comblé le couple de bonheur, et ils ont recommencé à rêver de fonder une famille et de voir leurs enfants grandir. Cependant, après 16 semaines de grossesse, le fœtus est décédé, plongeant le couple dans une grande tristesse. Ils ont continué à essayer sans relâche, et Brandy a continué à faire des analyses chez le médecin. Après un certain temps, lors d'une des visites médicales, on lui a annoncé « Félicitations, vous êtes enceinte à nouveau ». Cet espoir est revenu pour le couple.
Tout se passait bien pendant 7 mois sans aucun problème. Elle attendait une fille, et ils avaient même commencé à préparer sa chambre et tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Mais après un certain temps, Brandy a dit à Carlos qu'elle ne se sentait pas bien et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas inquiet. Il l'a emmenée à l'hôpital où des analyses ont révélé que le rythme cardiaque du fœtus était faible et qu'elle devait accoucher immédiatement. Malheureusement, après l'accouchement, ils ont découvert que le bébé était mort-né, et il n'y avait rien à faire. Brandy a demandé aux infirmières de porter et d'embrasser le bébé avant qu'ils ne l'enterrent. Ils ont accepté, et elle a dit que c'était le moment le plus difficile de sa vie, de tenir dans ses bras son enfant mort qu'elle attendait depuis des mois, celui qui avait apporté tant d'espoir. C'était une douleur immense, et Dieu donne de la patience à tous les parents qui perdent un morceau de leur cœur. Après cette tragédie, le couple est tombé dans une dépression profonde. Leur situation ne faisait qu'empirer. Mais après un certain temps, ils ont décidé d'adopter un enfant. Ils voulaient le faire rapidement car ils avaient déjà préparé la chambre du bébé et tout ce dont il aurait besoin. La deuxième raison pour cette décision rapide était qu'ils ne voulaient pas que les gens sachent que le bébé était mort. En 2005, après un certain temps de recherche, ils ont trouvé un site russe d'adoption. Mais en parcourant le site, ils ont découvert que les frais d'adoption étaient très élevés et qu'ils n'avaient pas les moyens de faire ce pas. Le coût pour adopter un enfant était d'environ $30 000, une somme énorme. Carlos, connu pour être un homme calme et réfléchi, se fixait toujours des objectifs qu'il atteignait, quoi qu'il arrive. Mais cette fois-ci, il n'avait pas atteint son objectif d'avoir un enfant. Il devait faire quelque chose pour satisfaire sa femme et réaliser leur rêve de fonder une famille. Quelques mois après ces événements, un ami nommé Onyo l'a appelé et lui a dit « J'ai une opportunité de travail qui va sûrement te plaire. » Carlos a demandé « Quelle est cette opportunité ? Dis-moi tout. » Son ami lui a expliqué « Je travaille dans un entrepôt à l'aéroport international de Miami. Chaque dimanche, entre 2h et 2h30, un avion en provenance d'Allemagne atterrit avec une cargaison d'argent entre 80 millions et 100 millions de dollars. Mon travail consiste à transférer l'argent de l'avion à l'entrepôt, puis de compter l'argent à l'intérieur avant de l'envoyer à la banque centrale. Pendant le comptage, nous laissons la porte de l'entrepôt ouverte pour aérer, car il fait très chaud. En entendant son ami détailler tout cela, Carlos a demandé « Attends, que veux-tu exactement de moi ? Tu veux que je vole l'argent stocké à l'intérieur ?» Onyo a répondu « Exactement, c'est ce que je te propose. Tu m'as dit que tu voulais adopter un enfant, mais tu n'as pas l'argent nécessaire. La solution la plus facile et la plus rapide est de voler le plus d'argent possible dans cet entrepôt. » Carlos a pris le temps de réfléchir à l'idée, puis a demandé « A-t-il des policiers sur place ?» Onyo lui a répondu « Non, il n'y aura que nous, et il y aura aussi des agents des douanes, mais ils ne sont pas armés. De plus, la politique de l'endroit stipule que si les employés sont victimes d'un braquage, ils ne doivent pas résister pour ne pas mettre leur vie en danger. En théorie, cela signifie que l'opération devrait être très facile. » Carlos ne croyait pas complètement son ami, pensant qu'il pourrait mentir pour obtenir une part des profits. Pour en être sûr, il a loué une chambre dans un hôtel donnant sur l'aéroport et a utilisé un télescope pour observer les avions qui atterrissaient et pour vérifier si de l'argent était vraiment stocké et si l'opération pouvait vraiment se dérouler aussi facilement que son ami le prétendait. Après quelques jours d'observation, il a découvert que la routine de l'entrepôt ne changeait pas, et les propos de son ami Onyo étaient exacts. Cependant, il avait besoin de voir l'argent de ses propres yeux pour être encore plus sûr. Il s'est donc déguisé en agent de maintenance pour inspecter l'entrepôt sans éveiller les soupçons. Une fois à l'intérieur, il a été surpris par la simplicité de l'endroit. Les employés comptaient l'argent juste à l'entrée, et il a vu de ses propres yeux les sacs d'argent empilés les uns à côté des autres.
Après avoir rassemblé toutes ces informations, il a décidé de passer à l'acte et de réaliser le braquage pour obtenir l'argent nécessaire à l'adoption d'un enfant avec sa femme et réaliser leur rêve. Cependant, il avait une condition: l'opération devait être exécutée sans aucune erreur et sans laisser de traces. Il savait que l'argent qui entrait dans l'entrepôt était compté avant d'être envoyé à la Banque centrale, et que le FBI serait impliqué après le braquage. Pour cette raison, il devait comprendre comment le FBI menait ses enquêtes dans ce genre de cas et quelles mesures il prenait. Par hasard, en regardant la télévision, il est tombé sur un film du FBI. Il a décidé de le regarder pour apprendre les failles à éviter et les techniques utilisées par les agents pour attraper les criminels. Étonnamment, grâce à ces films, il a découvert des astuces, comme le fait que le FBI plaçait des dispositifs de suivi dans certains sacs d'argent pour localiser les voleurs. Il devait donc être prudent, car ces dispositifs n'étaient pas dans tous les sacs, mais seulement dans certains. Il a également appris qu'il ne devait laisser ni empreinte digitale ni ADN sur les lieux du crime. En plus de cela, il savait que le FBI se tournerait d'abord vers les employés de l'entrepôt et leurs proches pour mener l'enquête. Dans l'un des films, il a vu l'histoire d'un homme qui avait volé un camion de fonds et qui avait été arrêté parce qu'il avait dépensé l'argent de manière extravagante, en achetant des bijoux, de l'or et des maisons, attirant ainsi l'attention sur lui. Carlos a donc compris qu'il ne devait pas dépenser l'argent immédiatement après le braquage. Toutes ces leçons tirées des films ont fait de lui un expert en braquage, et il se sentait prêt à mener l'opération sans laisser de traces. Nous sommes en juin 2005, à 5 mois du braquage. Carlos savait qu'il ne pourrait pas mener cette opération seul, il avait besoin d'une équipe où chacun aurait une mission précise. Il s'était juré de ne pas impliquer ses proches ou sa femme pour éviter qu'il ne soit compromis. Le premier à qui il pensa fut son ami proche, Dickie, qui avait des antécédents de vol et une certaine expérience dans ce domaine. Mais Dickie refusa immédiatement, affirmant que l'opération était trop risquée pour lui. Carlos n'avait pas envie d'impliquer sa famille ou celle de sa femme, mais il dut faire appel à Jeffrey, le frère de sa femme, car ce dernier connaissait tous les chemins de Miami et serait un atout important. De plus, Jeffrey aimait l'argent et accepterait probablement sans hésiter. Effectivement, dès que Carlos lui proposa le plan, Jeffrey accepta immédiatement. Pour transporter l'argent, Carlos avait besoin d'un camion. Il fit appel à Alex, un jeune homme capable de se procurer un camion sous un faux nom. Pour surveiller l'opération et prévenir de tout imprévu, Carlos recruta Victor, un collègue de travail, en lui promettant $1 million en cas de succès. Victor, surpris par cette somme, accepta immédiatement, affirmant qu'il aurait même accepté pour $10 000 seulement. Carlos avait encore besoin de quelqu'un pour maîtriser les employés pendant le chargement de l'argent. Il fit appel à l'oncle de sa femme, Pinky, connu pour son courage. Carlos lui expliqua les détails de l'opération et Pinky accepta. L'équipe était ainsi composée de 5 membres: Pinky, le fort, Victor, le guetteur, Alex, le logisticien, Jeffrey, le conducteur, et Carlos, le cerveau. Un 6e membre, Onyo, qui avait proposé l'idée à Carlos, ne participerait pas à l'opération. 2 semaines avant le braquage, Carlos réunit toute l'équipe pour finaliser les détails. Il dessina un plan de l'entrepôt et de la route sur un carton, utilisant des petites voitures pour illustrer la stratégie. Ils décidèrent que l'opération devait être rapide pour éviter l'intervention de la police, fixant une durée maximale de 45 secondes. Il ne devait pas être gourmand, toute prolongation augmenterait le risque de se faire arrêter. Carlos insista pour qu'il n'utilise pas d'armes, pensant que cela pourrait causer des complications inutiles. Mais Pinky, l'oncle de sa femme, décida d'apporter un pistolet, estimant que sans armes, les employés pourraient résister.
Carlos choisit un itinéraire sans caméra de surveillance pour éviter d'être repéré et traqué après le braquage. Avant l'opération, il porterait des vêtements noirs, des gants et se raserait pour ne laisser aucune trace d'ADN. Le 6 novembre 2005, un dimanche, l'opération de vol a officiellement commencé. Avant de quitter la maison, Carlos a dit à sa femme qu'il allait rencontrer des amis et qu'il pourrait rentrer tard. Elle a répondu que c'était bon. Ensuite, il a pris tous les membres de la bande et a appelé son ami Onyo, qui travaillait dans l'entrepôt de l'aéroport et qui lui avait proposé l'idée. Carlos lui a dit de l'appeler dès que l'avion atterrirait afin qu'il puisse se rendre à l'aéroport. Onyo a accepté, et Carlos a attendu à environ 800 mètres de l'entrepôt. À ce moment-là, Carlos transpirait et était très nerveux, alors il a allumé la climatisation de la voiture pour ne pas transpirer, car une seule goutte de sueur pourrait suffire à les faire arrêter. À 14 heures, Onyo a appelé Carlos pour lui dire que l'avion était arrivé et qu'il pouvait venir immédiatement. Victor est allé en premier et s'est installé à côté de l'entrepôt pour surveiller la situation. À 14h45, la bande s'est dirigée vers l'entrepôt. À leur arrivée, il n'y avait aucun problème, l'endroit n'était pas encombré et il n'y avait presque pas de mouvement. Comme d'habitude, les portes de l'entrepôt étaient ouvertes. Ils se sont préparés pour commencer l'opération et garer le camion devant l'entrée. Mais soudain, Victor a vu un véhicule de police se diriger vers l'entrée de l'entrepôt. Le véhicule s'est arrêté devant l'entrée et des agents en sont descendus. La bande a eu une peur bleue, mais ils ont rapidement réalisé que c'étaient des agents des douanes qui venaient de finir leur service, et ils n'étaient pas armés. Ils ont attendu que les agents terminent et partent, ce qui les a beaucoup soulagés. S'ils avaient été repérés, l'opération aurait échoué. Dès que les agents ont quitté l'endroit, les voleurs ont commencé leur chronomètre de 45 secondes. Ils sont descendus rapidement, ont pénétré dans l'entrepôt et ont commencé l'opération. Pinky a levé son pistolet et a dit aux employés que c'était un vol et qu'ils devaient obéir. Pour les effrayer, il a pris l'un d'eux et a mis le pistolet sur sa tête, menaçant de tirer s'ils ne suivaient pas les ordres. Tout le monde s'est couché et s'est rendu sans résistance. Carlos s'est dirigé vers les sacs d'argent que les employés comptaient, les a pris et les a rassemblés. Chaque sac pesait environ 18 kilos, mais il a réussi à en ramasser plusieurs et les a traînés dehors. À l'extérieur, Carlos a été surpris de voir que Jeffrey n'avait pas rapproché le camion mais l'avait laissé au même endroit où ils étaient descendus. Ne sachant pas quoi faire, Carlos leur a dit de tirer les sacs jusqu'au camion. Ils ont tout traîné et chargé rapidement. Cependant, en se précipitant, le masque de Carlos est tombé sans qu'il s'en aperçoive. Une fois les sacs chargés, ils sont montés dans le camion et ont fui les lieux. Carlos a dit à Jeffrey de conduire normalement, sans se presser, car personne ne les suivait. Ils se sont rendus à un endroit où ils avaient laissé une voiture, ont transféré l'argent dans cette voiture, puis Jeffrey a emmené le camion dans un endroit abandonné. Carlos a vérifié l'argent volé pour voir s'il y avait des dispositifs de traçage, mais il n'y en avait aucun. Ce soir-là, Jeffrey est retourné au camion, l'a aspergé d'essence et l'a brûlé pour effacer toute trace. L'opération a été un succès total sans aucun problème. Ils ont obtenu 7 400 000 $. Après avoir réparti l'argent, Carlos a reçu 1,6 million de $, ce qui était plus que suffisant pour adopter un enfant et réaliser leur rêve. Le lendemain, Brandy, la femme de Carlos, est rentrée à la maison et a trouvé des sacs pleins d'argent. Surprise, elle les a ouverts et a été choquée de voir que tous contenaient de l'argent. Paniquée, elle les a laissés et 1 heure plus tard, Carlos est rentré à la maison. Elle lui a demandé d'où venait cet argent, et il a répondu qu'il l'avait volé à l'entrepôt. Elle s'est mise en colère, craignant que la police n'arrive et ne l'arrête, sachant qu'il n'avait pas besoin de ce tracas. Comme mentionné,
Carlos a reçu 1,6 million de dollars, Jeffrey aussi 1,6 million de dollars, Pinky 1,6 million de dollars, Onyo 1 million de dollars, Victor 1 million de dollars et Alex 500 000 dollars. Les membres du gang étaient stupéfaits de la richesse qu'il avait obtenue et chacun d'eux a commencé à planifier comment ils allaient dépenser cet argent. Cependant, Carlos leur a strictement interdit de dépenser cet argent immédiatement, car cela attirerait certainement l'attention sur eux. Ils devaient attendre que la situation se calme avant de commencer à dépenser de l'argent progressivement. En attendant, chacun devait cacher sa part de manière à ce qu'elle ne soit jamais découverte. Carlos, par exemple, a appris en regardant des films sur le FBI que l'argent ne pouvait pas être enterré pendant longtemps, car il pouvait se détériorer à cause de l'humidité. Il devait donc trouver une autre solution. Il se rappela qu'il avait des tuyaux en plastique à la maison. Il a donc commencé à les remplir d'argent et à les saupoudrer de talc pour éviter que l'argent ne se détériore ou ne devienne humide. Alex a acheté un coffre-fort et y a mis tout son argent. Victor avait une table en bois avec un compartiment caché, où il a réussi à dissimuler son argent de manière secrète. Les autres ont chacun caché leur argent de manière différente. Ils sont ensuite tous retournés à leur travail pour ne pas attirer les soupçons. S'ils avaient quitté leur emploi soudainement, cela aurait éveillé des soupçons. Pendant ce temps, après la fuite des membres du gang de la scène du crime, le FBI a été informé et des agents, y compris le chef du bureau le plus proche de l'entrepôt, ont été envoyés. Lorsqu'ils sont arrivés, les employés leur ont expliqué que cet entrepôt recevait parfois des sommes d'argent dépassant les 100 millions de dollars. Le chef était stupéfait. Il a vu des palettes en bois avec des sacs empilés dessus et a demandé si c'était de l'argent. On lui a répondu que oui. Il a appris que l'entrepôt avait des employés qui comptaient l'argent et des chauffeurs de camions, et qu'il était interdit à quiconque de porter une arme à l'intérieur. Les agents du FBI ont examiné l'entrepôt de fond en comble et ont trouvé plusieurs caméras de surveillance. Ils étaient ravis, pensant que cela pourrait les aider à identifier les voleurs. Cependant, les employés les ont informés que ces caméras ne fonctionnaient pas depuis plusieurs mois. Le seul dispositif de sécurité de l'entrepôt était une ligne jaune peinte à l'entrée. Les agents du FBI étaient consternés par le manque de sécurité. Ils ont conclu qu'un des employés était probablement impliqué dans le vol et ont commencé à interroger tout le monde dans l'espoir d'obtenir des informations utiles. Malheureusement, ils n'ont obtenu aucune information précieuse. Il est intéressant de noter que ce n'était pas la première fois que cet entrepôt était cambriolé. Plusieurs vols avaient déjà eu lieu, avec des montants volés d'1 à 2 millions de dollars. Mais 7,4 millions de dollars était une somme énorme, surtout volée en un temps record. Après le succès de l'opération, les membres du gang ont suivi de près les nouvelles pour voir si quelqu'un parlerait du vol. Mais rien n'a été signalé, car les agents n'avaient aucune preuve. Ils espéraient trouver au moins un indice pour annoncer publiquement le vol. Pendant ce temps, un des voleurs, Jeffrey, a enfreint les règles qu'il avait établies. Il ne supportait plus de ne pas pouvoir dépenser l'argent qu'il avait caché, surtout qu'il avait des dépendances coûteuses. Quand Pinky, son oncle, a appris ce qui se passait, il lui a rappelé leur accord de ne pas dépenser l'argent avant que la situation se calme. Jeffrey a répondu que c'était son argent et qu'il en faisait ce qu'il voulait. Carlos a découvert cela et a vu Jeffrey porter 2 montres, chacune valant 20 000 dollars. Il lui a dit que ses comportements pouvaient attirer l'attention du FBI et qu'il devait se calmer. Jeffrey a promis de quitter Miami pour ne pas causer de problème, mais il n'a pas tenu sa promesse. Carlos a continué à faire pression sur Jeffrey jusqu'à ce qu'un jour, il se rende chez lui et lui crie dessus, lui disant qu'il ruinait tout ce qu'il avait accompli. Jeffrey ne pouvait plus supporter cette situation, il a expulsé Carlos de sa maison et lui a dit de ne plus jamais lui parler. Carlos savait qu'il devait gérer cela différemment.
Il avait deux options, le frapper pour l'éloigner ou lui prendre son argent pour qu'il ne puisse plus le dépenser. Il a décidé de faire les deux. Il a appelé un ami, lui a expliqué la situation et lui a dit que Jeffrey était son beau-frère. Il lui a demandé de l'attacher et de prendre tout l'argent qu'il avait, mais de ne pas le blesser, juste de lui faire peur. L'ami a accepté, est allé chez Jeffrey, l'a attaché et a pris son argent. 2 semaines s'écoulèrent sans nouvelles de Jeffrey. Carlos réalisa ensuite que Jeffrey n'avait pas compris la leçon, car il était retourné à ses anciennes habitudes, voire pire. Il s'avéra que l'argent pris par l'ami de Carlos n'était pas tout ce que Jeffrey avait caché. Carlos décida donc de sévir davantage. Il appela de nouveau son ami et lui dit de retourner chez Jeffrey et d'être plus sévère cette fois. Son ami accepta, revint chez Jeffrey, le tortura davantage et le força à appeler quelqu'un pour lui apporter $1 million. Jeffrey appela Carlos, qui fit semblant d'être choqué et lui demanda où il avait caché l'argent. Jeffrey répondit qu'il l'avait enterré chez sa mère. Carlos se rendit chez la mère de Jeffrey et trouva environ $450 000. Il les mit dans une valise et retourna chez Jeffrey, faisant semblant de les donner à son ami comme si c'était $1 million. Ensuite, ils quittèrent les lieux. Jeffrey fut envoyé à l'hôpital en mauvais état, souffrant d'une commotion cérébrale et de diverses tortures infligées pour l'empêcher de dépenser son argent. Pendant ce temps, le FBI avait découvert sur les lieux du crime un bonnet appartenant à un des voleurs. Ils l'envoyèrent au laboratoire pour voir s'il contenait des traces d'ADN, mais heureusement pour les voleurs, il n'en contenait pas. Le FBI n'avait donc aucune preuve et ne pouvait rien faire à part offrir une récompense. Le 14 décembre 2005, 38 jours après le vol, ils offrirent officiellement $100 000 pour toute information sur les voleurs. Quelques heures plus tard, ils reçurent un appel d'une personne affirmant connaître les voleurs. Cette personne était Dicky, l'ami proche de Carlos, à qui on avait proposé de participer au vol mais qui avait refusé. Il se rendit au bureau du FBI et donna les noms des membres du gang. Les agents vérifièrent les relevés d'appels de Carlos et découvrirent qu'il avait contacté l'un des chauffeurs de l'entrepôt, Onyo, plusieurs fois le jour du vol. Cela confirma leur première piste. Pour obtenir plus de preuves, ils équipèrent Dicky de dispositifs d'écoute et lui demandèrent de parler à Carlos chez lui. Lors de leur conversation, Carlos exprima ses regrets que Dicky n'ait pas rejoint le gang et le menaça avec une arme, lui disant de ne plus revenir. Le FBI avait désormais assez de preuves pour arrêter Carlos, mais ils attendirent de rassembler plus d'informations sur les autres membres du gang. 2 mois et demi après le vol, Carlos pensait que Jeffrey était à court d'argent, mais il se trompait. Jeffrey continuait à dépenser de l'argent. À ce moment-là, un événement inattendu se produisit, Jeffrey fut enlevé pour la 3e fois, cette fois par l'ami de Carlos. Il demanda une rançon de $500 000. Carlos, exaspéré, dit à son ami de faire ce qu'il voulait de Jeffrey. Le FBI, qui surveillait Carlos, intercepta ses appels et comprit que l'affaire avait pris une nouvelle tournure avec des enlèvements. Ils suivirent Carlos et le capturèrent avant qu'il ne fasse quoi que ce soit de dangereux. Ils localisèrent ensuite Jeffrey et ses ravisseurs dans un hôtel près de l'aéroport, les arrêtèrent et envoyèrent Jeffrey à l'hôpital pour traitement. Après avoir arrêté Carlos et libéré Jeffrey, le FBI obtint des informations sur les autres membres du gang. Tous furent arrêtés sauf Pinky, qui réussit à s'enfuir pendant 4 ans avant de se rendre. Les peines de prison furent les suivantes: Alex, 4 ans et demi, libéré après 3 ans et 3 mois, Victor, 6 ans, libéré après 4 ans et demi, Pinky, 11 ans, libéré après 9 ans et 7 mois, Onyo, 16 ans, libéré après 14 ans, et Jeffrey, 17 ans, libéré après 11 ans mais décédé peu après. Carlos, le cerveau du gang, fut condamné à 17 ans et en purgea 9.
Carlos conseilla à sa femme de refaire sa vie, ce qu'elle fit en se remariant et en ayant 2 enfants. Carlos admit qu'il avait choisi l'argent plutôt que sa famille et que cette décision lui avait coûté sa liberté et son mariage. Après sa libération, il vécut à Miami et travailla comme chauffeur de camion, sans se remarier ni avoir d'enfants. Le FBI récupéra environ 1,5 million de dollars, mais le reste de l'argent volé ne fut jamais retrouvé. Les membres du gang affirmèrent avoir tout dépensé, bien que certains pensent qu'il en avait peut-être caché une partie. Et c'est ainsi que se termine notre histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner.